est-ce qu'un viticulteur peut passer de l'un à l'autre comme ça en claquant des doigts? Je dirais comme une banque centrale va fabriquer quelques milliards d'euros en l'espace d'une demi-minute. Ça dépend de lui. C'est-à-dire, on ne peut pas effacer toutes les dettes. Si je salis une tapisserie, je ne peux pas dire que les tâches n'existent plus. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est dans le vivant, on n'est pas dans le mort, et que très vite, les forces que l'on appelle par la biodynamie, parce que la vie n'est pas visible, la vie, je dirais, des forces invisibles et qui agissent secrètement, chacune avec sa responsabilité. On l'a déjà dit, la vie, c'est accorder un instrument de musique, et plus les cordes seront parfaitement accordées, plus les harmonies de ce qui est joué va s'exprimer. La nature, ça n'est que ça, hein, finalement. Donc, ça va prendre peut-être 2-3 ans de s'en affranchir. On a un très bon exemple en Suisse de quelqu'un qui avait 3-4 hectares et qui a hésité à le faire, qui a décidé de le faire, qui a poussé un cri d'alarme en disant au bout d'un mois « je ne sais pas si j'y arrive », et puis qui a poussé un gigantesque cri de joie en janvier en disant « ça marche, c'est génial, ça n'a jamais été aussi bon », etc. Il n'y a pas de progrès sans appréhension, et il faut tâtonner. Mais si à un moment on ne se coupe pas de ces artifices pratiques, mais qui ne permettent pas à la mélodie du lieu de s'exprimer, on ne l'aura jamais. Donc c'est plus facile de le faire sur une petite surface qu'une grande, oui. C'est pas impossible techniquement d'arriver à le faire sur une grande, c'est un peu plus difficile. Mais avant tout, on va redécouvrir la force du psychisme de l'homme qu'on a complètement oublié et que l'on voit parfaitement au niveau du monde scientifique dans ce qu'on appelle le placebo. Parce que quand on dit, écoutez, on a avec tel effet placebo un effet qui est reconnu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le psychisme des gens a joué un rôle, le rôle du médicament. Donc je veux dire, cette force inexploitée, parfois ridiculisée par le monde scientifique, elle est immensément géniale. Et il y a un devoir de l'approfondir, parce que là, on touche du doigt la grandeur de l'homme et sa puissance. C'est un peu la même chose dans un cellier. Ce qui compte, c'est les actes. Mais ce qui compte beaucoup plus en biodynamie, c'est la conviction, l'unisson, l'enthousiasme de la personne qui fait les actes. C'est élémentaire, je veux dire, quand vous regardez les Jeux Olympiques, celle qui part en traînant ne va jamais gagner sa médaille d'or, celle qui part en y croyant va la gagner. Ça, c'est l'homme aussi. Et donc, moi je dis à un moment, il faut sauter le pas, et on a maintenant, quand on était 4 ou 5 ou moins de 10, sans trop se connaître, c'était très difficile comme pari. On a maintenant 200 personnes qui peuvent dire écoutez, oui, ça marche, c'est pas difficile, voilà comment il faut faire. Donc le relevurage ne devrait être que la roue de secours qu'on utilise une fois tous les 5 ans sur sa voiture. Et en général, on prend ses propres levures. Mais en tout état de cause, ce qui n'est pas normal, et là, vraiment, la presse qui se dit branchée, qui se dit protectrice de ses lecteurs, a une responsabilité considérable, le mot n'est pas trop fort, considérable. Comment est-ce que la presse ose décrire des goûts de vin sans dire s'ils sont authentiques ou pas? C'est considérable. Je veux dire, la crédibilité des revues viticoles qui utilisent poivre vert, fruits rouges, cassis, bananes, agrumes, sans dire, attendez, est-ce que c'est de la levure HS qui a été fabriquée par tel laboratoire, qui est mis dans la barrique, ou est-ce que c'est toute l'œuvre d'un lieu? Moi, je suis anéanti que ces gens-là aient si peu de conscience. Et aujourd'hui, j'ai tendance à dire, ça ne peut pas être un oubli, parce que quand on leur a démontré 10 fois et demandé 10 fois de réfléchir au sujet, et que rien ne sort, on est obligé de considérer qu'ils ont perdu leur liberté, qu'ils sont asservis par des budgets publicitaires qu'ils ne peuvent pas perdre pour leur survie. Donc la presse viticole, à ce moment-là, ne joue plus son rôle. Sur ces questions des levures, des arômes, des goûts du vin, on va dire, si on en regarde l'historique a été jusqu'à la fin des années 70, l'homme était encore un peu un homme de la terre. La viticulture n'était pas très lucrative et l'homme qui s'était passionné dans ce secteur, je dirais par des compréhensions très intuitives, arrivait à aider
à la naissance ou a présidé à la naissance de goûts originaux qui faisaient la grandeur de la France, puisqu'on est quand même un des pays les mieux pourvus en terroir, avec l'Italie et peut-être d'autres, mais nous on est infiniment bien pourvus en terroir, en microclimat, en microsol, et on faisait, c'est ça la grandeur de la France. Après, il y a la phase économique. La phase économique, on ne regarde plus la vie, on ne regarde plus la vache, on ne regarde plus la chèvre. On dit une chèvre, c'est 900 litres, une vache, ça doit être 20 000 litres. Et on dit la viticulture, ça doit être tel rapport. Donc, on tue la vie et on remplace par des artifices dont le consommateur n'a pas la moindre idée. Et le vignoble devient un outil de rentabilité. Bon. Ça, je dirais, en dehors des vignes, on a vu ça dans énormément de domaines, pareil dans l'industrie pharmaceutique dans certains cas, etc. Là, on fait naître des goûts, soit en apportant ces levures aromatiques, qui sont des levures très souvent modifiées génétiquement, c'est-à-dire qu'en modifiant les gènes, on arrive à accentuer le goût qu'une levure donnait naturellement, donc on la spécialise et en la dénaturant. Et la loi, il faut le dire, la loi permet de ne pas dire qu'une levure est manipulée génétiquement quand on ajoute un gène de la même famille que celui qu'on a enlevé, ce qui est encore une définition digne de très bon lobbyisme. Bon, mais elles sont génétiquement modifiées, c'est-à-dire que ce ne sont plus des harmonies de musique, ce sont des harmonies qu'on a imposées. C'est un peu un viol de la vie. Bon. Et là, on est arrivé à des goûts flatteurs. On peut dire aussi qu'on a mis au pouvoir. Est-ce que c'est le fruit du hasard? Est-ce que c'est une stratégie bien pensée? C'est une question qu'on peut poser. Mais on a quand même mis au pouvoir des gens clés dans le domaine du goût qui ont fait des apologies dans un certain nombre de cas. Il y a bien sûr des exceptions et des vérités, et peut-être avec bonne foi, qui ont fait les apologies de goûts arbitraires, totalement arbitraires. On peut quand même énormément s'amuser de voir qu'il y a un an, tout ce scandale que l'on a fait naître sur les copeaux de chêne. On peut bien les comprendre, mais je veux dire, quand on sait qu'on met 350 goûts sous forme de levure aromatique dans les barriques et qu'il n'y a pas eu 2 lignes dessus, on a envie de dire, est-ce qu'on ne défend pas une conception industrielle du vin de gens qui ont les moyens d'acheter des barriques neuves et qui veulent endosser un costume d'artisan? C'est comme ça, moi, que je l'ai ressenti. Et la question de fond, c'est les rendements. Parce que, bien entendu, si on est à des rendements très élevés, on ne peut pas avoir les concentrations nécessaires pour que le goût soit suffisant de par lui-même. Donc, il y a à nouveau, on va voir que toute la philosophie, la vie, la nature est tuée par un concept économique. Bon, on arrive à des résultats, et aussi bien par la levure aromatique que par les conditions. Alors, on peut effectivement apporter des oxygénations, on peut apporter des températures, on peut apporter des gaz, on peut apporter des osmoses inverses, on peut apporter, non seulement aujourd'hui en levure, mais comme ces pauvres levures nées en laboratoire souvent ne savent pas quoi faire, il faut les nourrir. Donc on apporte la levure et la nourriture de la levure. On peut comprendre ça, à condition que le consommateur en soit averti d'une part, et à condition, je dirais, que les universités, l'endroit où on forme les œnologues, où on forme les agriculteurs, on montre qu'il y a quand même 2 chemins. Ce qui n'est plus fait depuis 10 ans ou 15 ans, presque interdit même. C'est-à-dire, attendez, là vous avez un chemin où vous êtes forcé, compte tenu de la position que vous avez acceptée, d'aller dans des rentabilités, des retours sur capitaux, etc. Mais il y a un autre chemin où on ne fait pas tout ça et on peut aboutir à des grands vins. Il est intéressant de remarquer que la presse, souvent, je répète, pas toujours, parce qu'il y a des exceptions, mais tout de même souvent, va énormément parler de ces goûts que l'on crée par une conception industrielle du vin et va parfois peu comprendre ce retour à des goûts phénoménaux qui sont dans 30 ans des originalités qui vaudront cher parce qu'ils ont été formatés à penser d'une autre manière. Il y a certains pays où c'est absolument flagrant, un peu moins en Europe. En Angleterre, on se pose parfois des questions, aux États-Unis, beaucoup plus. On revient à la question de base. Comment faire une marche arrière? Et est-ce que la marche arrière est rentable? Parce que tout le monde a des factures à payer. Et est-ce que la marche arrière
va permettre à celui qui l'a fait d'avoir un juste retour sur l'effort qu'il fait. Et on voit là, on passe à ce moment-là dans ce sujet à cette notion d'agrément, puisqu'on n'a pas le droit d'avoir son vin accepté en appellation sans avoir un comité de viticulteurs qui décide, c'est plus l'INAO, avant c'était l'INAO, aujourd'hui c'est plus l'INAO, qui dit oui c'est conforme, et on assiste à ces effets secondaires qui me paraissent à nouveau invraisemblables, c'est-à-dire que les comités de viticulteurs dans certaines régions qui sont terriblement en agriculture conventionnelle ne permettent pas un retour au vrai goût, et celui qui revient par sa créativité, par son expression des lieux au vrai goût, peut voir son vin interdit comme atypique de l'appellation. Alors là, je fais un peu une présentation caricaturale, mais ce sont des choses qui arrivent, soit par des groupuscules de viticulteurs qui veulent fermer la porte au bio et à la biodynamie, soit par des comités de dégustation qui ont été formatés sur un type de goût. On est là encore dans des problèmes qui sont finalement des problèmes, je dirais, dans tous les domaines usuels quand on revient à une vérité. Mais la conclusion qui est immensément optimisme et qui ne peut pas être interdite et qui s'impose de plus en plus aux consommateurs qui se rendent compte dans tous les domaines qu'il est un peu roulé dans la farine, ce qui s'impose, c'est que la vérité devient un marché. Donc là où on parlait de biodynamie il y a 10 ans, on était un peu encore les 68 arts, tout ça, quand aujourd'hui tout le monde prétend être en biodynamie, et moi j'en suis, moi j'en fais. Ce qui mène à la question complémentaire, et la certification, que veut-elle dire? Est-elle nécessaire? Aujourd'hui, le client n'arrive plus à s'y retrouver. Tout le monde prétend être bio, pas bio, vive la nature, le soleil est beau. Bon, les certifications sont nécessaires, mais en aucun cas on peut dire quand même que la qualité peut être garantie par une certification, au même titre, j'ai envie de dire, que la beauté d'une voix ne peut pas être garantie, au même titre que l'œuvre d'un peintre ne peut pas être garantie. Quand on tombe dans le domaine qualitatif, c'est-à-dire le domaine qualitatif, puisque le mot qualité est aujourd'hui complètement bradé aussi, je veux dire, le domaine qualitatif, finalement, c'est être en synergie, en résonance, et les artistes, c'est ça, avec ce monde formateur, invisible, d'énergie qui élève l'homme. Donc on peut appeler ça l'inspiration, on peut appeler ça la créativité, il y a beaucoup de manières de l'appeler, mais l'artiste de la terre est celui qui sait exprimer ses vignes et les aide à s'exprimer. L'artiste professeur, c'est celui qui va faire naître les originalités de ses élèves. L'artiste peintre, c'est celui qui va saisir l'essentiel de son paysage et finalement le faire ressortir tellement que le paysage n'a plus besoin d'être là, puisque quelques signes dominants du paysage sont mis en relief. Voilà, c'est l'essence des choses.